L'héritière du magnate, un héritage revendiqué. Avant de regarder cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire pour nous dire d'où vous nous parlez. Préparez-vous pour une histoire qui vous donnera la chair de poule. Le printemps était arrivé dans la vallée de la Dordogne, contrastant cruellement avec la tempête sur le point d'éclater dans la vie de Valérie Dubois. Le soleil se couchait sur la Dordogne, peignant le château de la Lumière, propriété de son mari, l'impitoyable magnate hôtelier Rémi Moreau, en ton doré. La lumière du crépuscule filtrait à travers les immenses fenêtres du grand salon, où plus de 200 invités de l'élite de Sarlat-la-Canéda savouraient le gala caritatif annuel organisé par le couple. Valérie, dans une robe bleu turquoise qui mettait en valeur l'éclat de ses yeux noisettes, se déplaçait parmi les invités avec l'élégance d'une femme née dans l'opulence, bien que son sourire masquât une anxiété qui lui rongeait l'âme. Dans son sac à main, soigneusement rangé, elle portait un secret qui allait changer le cours de son existence, un test de grossesse positif. Après 2 ans de mariage avec Rémi, elle allait enfin pouvoir lui annoncer la nouvelle qu'ils attendaient tous les deux, ou du moins le croyait-elle. « Pouvons-nous parler en privé ?» murmura-t-elle à l'oreille de son mari, qui discutait avec animation avec l'ambassadeur belge et son épouse. Le regard glacial que Rémi lui lança aurait pu geler l'enfer lui-même. Avec une excuse polie à ses interlocuteurs, il prit délicatement Valérie par le coude et la conduisit dans son bureau privé, arborant un sourire parfait qui n'atteignait pas ses yeux. « Et qu'est-ce qui peut être si important pour m'interrompre au milieu d'une conversation cruciale ?» demanda-t-il avec un calme terrifiant. Une fois la porte fermée, Valérie, les mains tremblantes, sortit le test de grossesse de son sac. « Nous allons être parents, Rémi. » Le silence qui suivit fut plus douloureux qu'un cri. Rémi prit le petit objet entre ses doigts, l'examinant comme s'il s'agissait d'un contrat douteux. Son visage, taillé comme dans le marbre, ne laissa transparaître aucune émotion. De qui est-il? La question frappa Valérie comme une gifle. Ses jambes flageolèrent, l'obligeant à s'appuyer sur le bureau en chaîne. Que veux-tu insinuer? Il est de toi, bien sûr. Le rire de Rémi résonna, froid et sans humour. Allons, Valérie. Nous savons tous les deux que je ne peux pas avoir d'enfant. Les médecins ont été très clairs à ce sujet. Le monde s'arrêta pour Valérie. De quoi parles-tu? Tu ne m'as jamais dit ça. Je n'ai pas jugé nécessaire de partager cette information. Notre mariage a toujours été un arrangement de convenance, une fusion d'empire hôtelier. Je ne t'ai jamais promis un conte de fées. Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Valérie, effaçant le maquillage parfait qu'elle avait mis des heures à appliquer. Tu mens. Tu dis ça pour me blesser, pour justifier tes absences, tes infidélités. Le visage de Rémi s'assombrit. Dans ses yeux noirs, une lueur de colère contenue scintilla. Donc, maintenant, c'est moi l'infidèle. Comme c'est pratique, ma chère. Mais ce théâtre est terminé. Rémi marcha vers la porte, l'ouvrant grand. Le murmure de la fête envahit la pièce comme une vague. Sans se retourner, il prononça les mots qui marqueraient un avant et un après. Je veux que tu quittes ma maison ce soir. Demain, mes avocats te contacteront. Valérie sentit l'air quitter ses poumons. Mais tu ne peux pas parler sérieusement. Tu ne peux pas me jeter dehors comme ça devant tout le monde. Le sourire de Rémi était celui d'un prédateur. Regarde-moi. Il retourna dans le salon d'un pas décidé, levant une coupe de champagne, capta l'attention de tous. Le tintement du cristal imposa un silence expectatif. Chers amis, je suis désolé d'interrompre cette merveilleuse soirée par une annonce personnelle. Comme beaucoup d'entre vous le savent, l'honnêteté et la loyauté sont des valeurs fondamentales dans ma vie et dans mes affaires. Sa voix, entraînée par des milliers de réunions de conseil, remplit chaque recoin du salon. C'est pourquoi je me vois contraint de vous informer que mon mariage avec Valérie a pris fin ce soir. Un murmure de surprise parcourut la salle. Valérie, paralysée à l'entrée du bureau, sentit chaque regard la transpercer comme un poignard. Les raisons sont strictement personnelles, mais je compte sur vous pour respecter notre vie privée durant ces moments difficiles. La fête continue, bien sûr.
Les enfants de la Fondation méritent notre soutien inconditionnel. Avec ces mots, Rémi avait scellé son destin. Les invités, après le choc initial, reprirent leur conversation avec une intensité accrue, alimentant le scandale naissant avec des théories et des conjectures. Madame Geneviève Moreau, la mère de Rémi, s'approcha de Valérie, le visage empreint d'horreur. À 70 ans, elle conservait la dignité et l'élégance qui l'avaient caractérisée toute sa vie. « Que s'est-il passé, ma fille » murmura-t-elle en prenant les mains de Valérie dans les siennes. « Je suis enceinte, Geneviève. » Et Rémi dit que ce n'est pas possible, qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Les yeux de Geneviève s'écarquillèrent de surprise, puis se plissèrent avec compréhension. « Mon fils ment. » Cette fierté, la même que celle de son père. Avant qu'elle ne puisse continuer, Camille Laurent, la directrice juridique de l'entreprise et, selon les rumeurs, maîtresse occasionnelle de Rémi, s'approcha avec un sourire à peine dissimulé. « Valérie, ma chère, j'ai appelé un taxi. Il vous attend à l'entrée de service pour éviter tout désagrément. » L'humiliation était complète. Avec le peu de dignité qu'il lui restait, Valérie se dirigea vers sa chambre, où elle rassembla quelques affaires personnelles dans une petite valise. Les larmes brouillaient sa vision alors qu'elle regardait pour la dernière fois ce qui avait été son foyer pendant 2 ans. Des photos de leur mariage, de vacances dans la région de Provence, de moments qu'elle croyait heureux. Tout n'avait été qu'un mensonge élaboré. En descendant par l'escalier de service, elle croisa Sophie Moreau, la sœur cadette de Rémi, qui l'attendait, le visage affligé. « Je n'arrive pas à croire ce que fait mon frère, » dit-elle en l'enlaçant avec force. « Ça ne restera pas ainsi, je te le promets. » Valérie s'écarta doucement. « Ne t'en mêle pas, Sophie. Tu connais ton frère. Sa fierté est plus forte que tout sentiment. »« Mais le bébé, ce bébé et moi, nous irons bien, » répondit Valérie, posant une main protectrice sur son ventre. « Je te le promets. » Le taxi l'attendait sous la pluie qui s'était mise à tomber, comme si le ciel pleurait avec elle. Avant de monter, Valérie jeta un dernier regard sur le château de la lumière illuminée, où la musique et les rires continuaient comme si rien ne s'était passé. Elle se jura en silence de ne jamais revenir en ce lieu, de ne jamais supplier pour l'amour ou la reconnaissance d'un homme incapable de ressentir. Penses-tu que Valérie trouvera le vrai bonheur après une telle trahison? Qu'est-ce qui a motivé Rémi à agir avec tant de cruauté? Partage tes idées dans les commentaires. 5 ans plus tard, Rémi Moreau contemplait la ville depuis la fenêtre de son bureau, au dernier étage du gratte-ciel abritant le siège de Hôtels et Resorts Moreau, à Sarlat-la-Canéda. À son âge, il était l'entrepreneur le plus influent du secteur touristique français, avec des propriétés sur 3 continents. Cependant, les rides précoces sur son front et les cheveux gris qui commençaient à apparaître révélaient le prix de son succès. Les chiffres du dernier trimestre sont préoccupants, Rémi, commenta Camille, désormais sa compagne officielle et directrice juridique du groupe. L'expansion en Afrique coûte plus cher que prévu. Rémi l'écouta à peine. Le même rêve l'avait tourmenté la nuit précédente, Valérie tenant un bébé qui pleurait et qui portait son propre visage. Il se réveillait toujours au moment où il essayait de toucher l'enfant, qui s'évanouissait entre ses doigts. « Rémi, tu m'écoutes ?» La voix de Camille le ramena à la réalité. « Bien sûr. Prépare un rapport détaillé pour la réunion du conseil d'administration. Je ne veux pas de surprise demain. » L'expansion internationale avait été son grand pari, mais aussi sa plus grande erreur stratégique. Pour la financer, il avait dû ouvrir le capital de l'entreprise, devenant otage d'actionnaires qui ne partageaient pas sa vision à long terme. Son contrôle sur l'empire qu'il avait construit s'affaiblissait jour après jour. Son téléphone interrompit ses pensées. C'était Geneviève, sa mère. « Fils, viendras-tu déjeuner dimanche? Cela fait des semaines que je ne t'ai pas vu. J'ai beaucoup de travail, mère. Peut-être le mois prochain. » Le soupir de Geneviève transmit toute sa déception. « Rémi, tu ne peux pas continuer ainsi. » Depuis que Valérie est partie. Il la coupa brusquement.
Cette femme n'existe plus pour moi. Cette femme portait ton enfant dans son ventre quand tu l'as chassé comme une criminelle. Mon petit-fils, que je n'ai jamais connu. Rémi ferma les yeux, essayant de contrôler la colère qui montait chaque fois que quelqu'un mentionnait cet épisode. Tu sais parfaitement que cet enfant ne pouvait pas être le mien. Et si c'était le cas, défia Geneviève. N'as-tu jamais pensé que les médecins pouvaient s'être trompés? Ou préfères-tu croire que tu es stérile plutôt que d'admettre que tu as abandonné ta propre chair et ton propre sang? Rémi raccrocha sans répondre. Sa mère n'avait jamais compris, n'avait jamais vu Valérie comme l'opportuniste qu'elle était. Elle était entrée dans sa vie sous prétexte d'une fusion d'affaires entre leurs familles, le séduisant par son apparente innocence et sa beauté sereine. Lorsqu'il découvrit sa prétendue infidélité, il n'avait pas hésité à trancher dans le vif. Mais au fond, un doute le rongeait. Et si sa mère avait raison? Et si les médecins s'étaient trompés? Il avait passé 5 ans à construire une carapace autour de cette possibilité, refusant d'enquêter, de chercher, de savoir. La fête annuelle du groupe hôtelier battait son plein au château de la Lumière. 5 ans après le scandale, personne n'osait mentionner le nom de Valérie en présence de Rémi, mais les rumeurs sur son sort circulaient dans les cercles de la haute société. Certains disaient qu'elle vivait à Bordeaux, d'autres qu'elle était retournée chez ses parents à Lyon. Personne ne savait avec certitude ce qu'il était advenu d'elle. Rémi levait son verre avec ses invités, arborant un sourire qu'il ne ressentait pas, lorsque le bruit immistakable d'un hélicoptère approchant brisa l'harmonie de la soirée. Il n'attendait personne d'autre. Tous les invités importants étaient déjà là. L'appareil atterrit sur l'héliport privé qu'il avait fait construire récemment, symbole de son pouvoir et de son exclusivité. Le temps sembla s'arrêter pour Rémi lorsqu'il reconnut Valérie. Elle était plus belle que jamais, dans une robe rouge qui contrastait avec sa peau bronzée. Ses cheveux, autrefois longs jusqu'à la taille, encadraient désormais son visage dans une coupe plus mature et sophistiquée. Mais ce qui lui coupa véritablement le souffle furent les 4 enfants qui l'accompagnaient, identiques entre eux, avec les mêmes cheveux bruns et les mêmes yeux pénétrants qui le regardaient chaque matin dans le miroir. Un silence de plomb s'abattit sur la fête. Valérie avança parmi les invités avec l'assurance de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait, guidant les 4 petits qui restaient dignes et parfaitement ordonnés autour d'elle. Elle s'arrêta devant Rémi, dont le visage avait perdu toute couleur. « Bonsoir, Rémi, dit-elle d'une voix calme, presque cordiale. Cela fait longtemps. » Incapable d'articuler un mot, Rémi contempla les 4 enfants qui l'observaient avec curiosité. Ils devaient avoir environ 4 ou 5 ans. « Nous devons parler de l'empire que tes enfants hériteront un jour, continua Valérie, sortant une enveloppe de documents de son sac. Je pense que cela t'intéressera de savoir que je possède 15% des actions de ton entreprise. Suffisant pour exiger un siège au conseil d'administration. Le monde de Rémi s'effondra autour de lui. Les 4 enfants étaient la preuve vivante de son terrible erreur, et maintenant Valérie était de retour, non plus comme la victime qu'il avait chassée cette nuit de printemps, mais comme une femme puissante, prête à revendiquer ce qui lui revenait de droit. Elle était revenue pour se venger, pour l'argent, pour la revendication. En regardant ces 4 petits qui étaient son portrait craché, Rémi Moreau sut que rien ne serait plus jamais pareil. Le château de cartes qu'il avait construit sur des mensonges et de l'orgueil commençait à s'effondrer, et le pire était encore à venir. Suivez-nous pour ne pas manquer les mises à jour. Quelles sont, selon vous, les véritables intentions de Valérie? L'empire de Rémi survivra-t-il à ce défi inattendu? Partagez vos prédictions. Les premiers rayons du soleil de la Dordogne se glissaient à travers les rideaux de la chambre principale du château de la Lumière. Mais Rémi Moreau était éveillé depuis des heures. L'insomnie était devenue son fidèle compagnon depuis la veille. Lorsque Valérie et ses 4 enfants, ses enfants, avaient fait irruption dans sa vie comme un tsunami menaçant de tout balayer, les invités étaient partis en murmurant, avides de propager le scandale dans leurs cercles sociaux. Camille, la mâchoire crispée et les yeux pleins de fureur contenue, était restée à ses côtés comme une statue de glace, calculant chaque mouvement. Geneviève, sa mère, avait enlacé les petits avec des larmes dans les yeux,
reconnaissant immédiatement les traits familiaux sur ces visages enfantins. Mathieu, Raphaël, Gabriel et Julien. Valérie avait présenté les quadruplés avec une fierté maternelle. Tes petits-enfants, Madame Geneviève. Maintenant, dans la solitude de sa chambre, Rémi contemplait une photographie qu'il avait gardée cachée au fond d'un tiroir. Lui et Valérie le jour de leur mariage. Elle souriait avec une joie si authentique que cela en était douloureux à regarder, tandis qu'il affichait une expression sérieuse, comme s'il savait déjà à l'époque que leur mariage était voué à l'échec. « Mais tu n'as pas dormi du tout. » La voix de Camille le fit sursauter. Il ne l'avait pas entendu entrer. « Ah, comment le pourrais-je » répondit-il, rangeant précipitamment la photo. « J'ai 4 enfants dont j'ignorais l'existence et une ex-femme avec assez d'actions de mon entreprise pour me renverser. » Camille s'approcha, l'enlaçant dans un geste calculé. « Mais tu ne devrais pas t'inquiéter autant. Mes contacts au cabinet d'avocats enquêtent déjà sur la manière dont elle a obtenu ses actions. S'il y a la moindre irrégularité, nous la trouverons. » Rémi s'écarta brusquement. « Mais tu n'as pas vu ces enfants, Camille ? Ils sont mon portrait craché. Ce sont les miens. » La réalité de ces mots le frappa de plein fouet. Pendant 5 ans, j'ai vécu convaincu d'un mensonge. Et si c'était exactement ce qu'elle veut te faire croire ? La voix de Camille distillait un doux venin. Ce ne serait pas la première fois que quelqu'un utilise des enfants pour manipuler un homme puissant. Rémi secoua la tête. Il ne pouvait plus écouter ces insinuations. Il avait besoin de réponses, et une seule personne pouvait les lui donner. La maison que Valérie avait louée en périphérie de Sarlat-la-Canéda était bien plus modeste que le château de la Lumière, mais elle exsudait un goût exquis. Des jardins parfaitement entretenus entouraient la propriété, et le son des rires des enfants flottait depuis la piscine à l'arrière. Rémi resta un moment dans sa voiture, rassemblant son courage pour affronter la réalité. Il finit par sonner à la porte, le cœur battant comme s'il voulait s'échapper. Une femme âgée au visage aimable ouvrit la porte. « Monsieur Moreau, je présume, » dit-elle avec un léger accent sud-américain. « Madame Dubois vous attend dans le jardin à l'arrière. » En suivant la femme à travers la maison, Rémi remarqua des détails témoignant de la présence des enfants, des jouets soigneusement rangés, des dessins colorés encadrés au mur, des photographies immortalisant des moments dont il n'avait jamais été témoin. Chaque image était un coup de poignard dans sa conscience, un rappel de tout ce qu'il avait manqué. Valérie était assise à une élégante table de jardin, une tasse de thé entre les mains, des documents éparpillés devant elle. Elle portait une tenue simple mais élégante, et la brise jouait avec ses cheveux. En le voyant, un léger sourire se dessina sur ses lèvres, mais il n'atteignit pas ses yeux. « Bonjour, Rémi. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à te voir si tôt. » Il s'assit en face d'elle, percevant son malaise. « Nous devons parler, bien sûr. Par où veux-tu commencer ? Par tes enfants ? Par les actions de l'entreprise ? Ou peut-être par les 5 ans qui se sont écoulés depuis que tu m'as chassé de ta vie comme une criminelle. » La froideur dans sa voix contrastait avec le souvenir de la femme douce et passionnée qu'elle avait été. Rémi comprit que le temps et la douleur l'avaient transformé. « Par les enfants, » répondit-il enfin. « Comment est-ce possible ? Les médecins m'ont dit. » Les médecins se sont trompés, l'interrompit Valérie avec fermeté. Ou peut-être ont-ils menti. Ou peut-être es-tu celui qui a préféré croire un mensonge plutôt que faire confiance à ta femme. La culpabilité tordit l'estomac de Rémi comme un serpent venimeux. Où sont-ils ? À l'école. Ce sont des enfants normaux, Rémi, malgré les circonstances extraordinaires de leur conception et de leur naissance. Ils vont à l'école, ils ont des amis, ils font du sport. Ils ont grandi sans père, mais ils n'ont jamais manqué d'amour. Pourquoi ne m'as-tu pas contacté quand ils sont nés ? Pourquoi attendre 5 ans ? Le rire de Valérie sonna amer. Sérieusement, tu me poses cette question ? Tu m'as humilié publiquement, tu m'as accusé d'infidélité, tu m'as chassé de ta maison sans un sou. Et tu t'attendais à ce que je cours vers toi quand j'ai découvert que j'attendais non pas 1, mais 4 enfants de toi.
Rémi baissa les yeux, incapable de soutenir l'intensité de son regard. Que veux-tu maintenant, Valérie? De la vengeance, de l'argent? Je veux ce qui est juste pour mes enfants. Je ne suis pas venu pour te détruire, bien que je le pourrais avec ce que je sais de tes affaires. Je suis venu parce que l'un d'eux, Mathieu, a besoin de toi. Il a développé une maladie auto-immune rare qui nécessite un traitement spécialisé, et pour cela, nous avons besoin de ton ADN. Cette révélation frappa Rémi comme un seau d'eau froide. Que lui arrive-t-il, à Mathieu? Pour la première fois, le masque de force de Valérie se fissura. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Une maladie auto-immune rare. Les symptômes ont commencé il y a 6 mois. Nous avons consulté des spécialistes dans toute l'Europe. Le traitement dont il a besoin doit être personnalisé, basé sur son profil génétique complet. Nous avons besoin d'échantillons de ton ADN. Rémi sentit le monde s'arrêter. L'un de ses enfants, un garçon qu'il ne connaissait pas mais qui portait son sang, était malade. Pendant qu'il s'était consacré à accumuler richesse et pouvoir, ses propres enfants avaient grandi sans sa présence, sans son soutien. Je ferai tout ce qui est nécessaire, dit-il d'une voix brisée. Tout ce qui est nécessaire, acquiesça Valérie, s'autorisant un moment de vulnérabilité. Merci. Un silence gêné s'installa entre eux, chargé de mots non dits et de souvenirs douloureux. Comment as-tu obtenu les actions? Demanda Rémi enfin, tentant de ramener la conversation sur un terrain plus familier. Valérie sourit, mêlant fierté et défi. J'ai terminé mes études en gestion d'entreprise tout en élevant 4 bébés. Ce n'était pas facile, mais j'avais une motivation puissante. Quand l'héritage de ma tante a enfin été débloqué après une longue bataille juridique, j'ai investi stratégiquement. Ton expansion internationale était précipitée, Rémi. Tu as commis des erreurs qu'un étudiant de première année à l'université aurait évitées. Quand les actions ont chuté, j'étais là pour les acheter. Rémi ne put s'empêcher de laisser un sourire ironique se dessiner sur son visage. Tu as toujours été plus intelligente que moi. Ce n'est pas une question d'intelligence, mais de perspective. Toi, tu ne voyais que des chiffres et des profits. Moi, je voyais des personnes, des besoins, des opportunités réelles. L'arrivée des enfants de l'école interrompit leur conversation. Les voix enfantines emplirent la maison, s'approchant du jardin comme un tourbillon d'énergie. Maman, Mathieu a gagné le concours de sciences, annonça l'un d'eux, faisant irruption dans le jardin suivi de ses 3 frères. Les 4 enfants s'arrêtèrent net en voyant Rémi. Le silence qui suivit fut le plus douloureux que Rémi ait jamais ressenti. 4 paires d'yeux, des répliques exactes des siens. Ils l'étudièrent avec un mélange de curiosité et de méfiance. Les enfants, dit Valérie d'une voix calme, voici Rémi Moreau, votre père. Pendant ce temps, au château de la Lumière, Camille Laurent tenait une conversation téléphonique qui allait changer le cours des événements. Papa est de retour, et il n'est pas seul. Alain Laurent, propriétaire de la chaîne hôtelière rivale de Hôtels et Resorts Moreau, sourit de l'autre côté de la ligne. Pendant des années, Alain Laurent avait attendu une opportunité de se venger de Rémi, qui lui avait ravi plusieurs contrats importants en usant de méthodes frôlant l'illégalité. « Es-tu certaine que ce sont ses enfants » demanda-t-il avec prudence. 4 enfants. Identiques à lui. Aucun doute possible. L'intéressant, très intéressant. Reste proche de la situation et tiens-moi informé. Cela pourrait être l'occasion que nous attendions. Camille raccrocha, jetant un regard sur la photographie de Rémi et Valérie qu'elle avait trouvée dans la chambre. Avec un geste de mépris, elle la jeta à la poubelle. Personne, et encore moins cette femme du passé, ne se mettrait en travers de ses plans. Au siège de Hôtels et Resorts Moreau, la nouvelle du retour de Valérie et des 4 héritiers s'était répandue comme une traînée de poudre. Le conseil d'administration avait convoqué une réunion d'urgence. Cela pourrait complètement déstabiliser l'entreprise, argumenta Robert Menet, l'un des membres les plus anciens du conseil. Les actionnaires sont nerveux.
Les actions ont chuté de 3% ce matin. Nous devons publier un communiqué officiel, suggéra un autre. Quelque chose pour calmer les marchés. Et que proposez-vous que nous disions, demanda Sophie Moreau, qui avait pris la tête du département de responsabilité sociale d'entreprise après le départ de sa belle-sœur. Que mon frère a découvert 5 ans plus tard qu'il a 4 enfants, qu'il a vécu dans un mensonge, et que notre ancienne directrice des opérations est revenue avec assez de pouvoir actionnarial pour défier le conseil. Le silence qui suivit révéla la gravité de la situation. Personne n'avait de réponse satisfaisante. Pendant ce temps, dans la modeste maison louée, Rémi faisait face au moment le plus difficile de sa vie, la rencontre avec ses enfants. Les 4 garçons le regardaient avec des expressions allant de la curiosité à une hostilité ouverte. « Pourquoi n'es-tu jamais venu nous voir ?» demanda Raphaël, qui semblait le plus mûr, bien que Valérie ait expliqué qu'ils étaient nés à quelques minutes d'intervalle. La question, directe et innocente, frappa Rémi plus fort que n'importe quelle accusation d'adulte. « Je croyais que vous n'étiez pas mes enfants, » répondit-il avec sincérité. Les mensonges avaient déjà causé assez de dégâts. « Mais on te ressemble, » observa Gabriel, le plus discret des 4. « Tout le monde le dit. Je le sais. Et je regrette chaque jour de ne pas m'en être rendu compte plus tôt. » Mathieu, l'enfant malade, se tenait légèrement en retrait, l'observant avec des yeux semblant renfermer une sagesse inhabituelle pour son âge. « Tu vas m'aider à guérir ?» demanda-t-il enfin. Rémi sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Il s'agenouilla devant le petit, le regardant dans les yeux. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu ailles mieux. Je te le promets, Mathieu. » Julien, le plus agité, interrompit avec impatience. « Ça veut dire que tu vas vivre avec nous ? On sera une famille normale ? » La question resta en suspens. Rémi chercha une réponse dans le regard de Valérie, mais son expression était indéchiffrable. « Je ne sais pas si nous pourrons être une famille normale, » répondit-il enfin, « mais je sais que je veux vous connaître, être présent dans vos vies, si vous m'en donnez l'occasion. » Les 4 enfants échangèrent des regards, communiquant dans ce langage silencieux propre aux frères, et surtout aux quadruplés. « Il faudra que tu fasses beaucoup d'efforts, » déclara Raphaël avec un sérieux qui arracha un sourire à Rémi. 5 ans, ça fait beaucoup de devoirs en retard. Ce soir-là, en rentrant au château de la Lumière, Rémi prit conscience de l'ampleur de son erreur. Il ne s'agissait pas seulement d'avoir perdu Valérie ou d'avoir rejeté ses enfants. Il s'agissait d'avoir bâti sa vie sur de faux fondements. L'orgueil, la méfiance, la peur d'aimer véritablement. Les lumières de Sarlat-la-Canéda scintillaient au loin, se reflétant sur la Dordogne comme des étoiles tombées. Il se remémora une conversation avec sa mère, des années plus tôt, peu après avoir rencontré Valérie. « Fais attention, mon fils », l'avait averti Geneviève. « Cette femme pourrait être celle qui fera enfin fondre la glace en toi. Et la fonte des glaces est toujours douloureuse. » Comme elle avait eu raison. La glace fondait, et la douleur était insupportable, mais il ressentait aussi autre chose, quelque chose qu'il avait oublié, l'espoir. Une petite lumière perçant les fissures de la forteresse qu'il avait construite autour de son cœur. Son téléphone sonna. C'était Camille. « Où étais-tu toute la journée ? Le conseil est en crise. Ils ont besoin de toi demain à la première heure. »« J'y serai, » répondit-il mécaniquement. « Tu l'as vue, n'est-ce pas ? Tu étais avec elle ? » Le ton accusateur de Camille l'irrita soudain. « J'ai rencontré mes enfants, Camille. »« Mes enfants. » Le silence à l'autre bout de la ligne fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. « On parlera demain, » conclut Rémi, coupant la communication. En arrivant au château de la Lumière, il trouva l'endroit plongé dans un silence oppressant. Les fantômes du passé semblaient rôder dans chaque recoin. Il se dirigea directement vers son bureau et ouvrit le tiroir où il gardait son bien le plus précieux, une vieille montre de gousset ayant appartenu à son grand-père. « N'abandonne jamais les tiens », lui avait dit le vieil homme sur son lit de mort. « Je l'ai fait, et c'est la plus grande erreur de ma vie. » Rémi n'avait jamais pleinement compris ces mots.
Son grand-père avait été un pilier de la famille, un homme respecté et aimé. Qui avait-il abandonné? Quel secret avait-il emporté dans la tombe? En contemplant la montre, Rémi réalisa qu'il répétait des schémas familiaux qu'il ne connaissait même pas. La peur d'aimer, la peur de la trahison, la méfiance. D'où venait-elle vraiment? Le bruit d'un hélicoptère survolant la propriété le tira de ses pensées. C'étaient les médias locaux, avides d'images du scandale qui faisait déjà les gros titres numériques. Le magnate hôtelier Rémi Moreau découvre qu'il a 4 héritiers. Son empire commençait à vaciller, mais pour la première fois depuis des années, Rémi Moreau ne se préoccupait ni de l'argent ni du pouvoir. Il avait 4 raisons bien plus importantes pour lesquelles se battre: Mathieu, Raphaël, Gabriel et Julien, ses fils. Commentez ci-dessous, que pensez-vous que signifie le secret du grand-père de Rémi pour son propre chemin? Rémi sera-t-il capable de briser les schémas de son passé? Le centre médical de l'Université de Bordeaux, avec ses installations imposantes et sa réputation comme l'un des meilleurs centres médicaux de France, inspirait à la fois respect et espoir. Rémi Moreau, assis dans une salle d'attente froide, ressentait une vulnérabilité inconnue. Les tests pour déterminer sa compatibilité génétique avec Mathieu avaient été organisés en urgence grâce à ses contacts et à son influence. À ses côtés, Valérie feuilletait distraitement une revue, bien qu'il fût évident qu'elle ne prêtait aucune attention à son contenu. Les cernes sous ses yeux trahissaient des nuits d'insomnie et d'inquiétude pour la santé de son fils. « Depuis quand est-il malade ?» demanda Rémi, brisant le silence gêné. Valérie leva les yeux, surprise par la question. Les premiers symptômes sont apparus il y a 6 mois. Les premiers symptômes semblaient être un simple rhume qui ne guérissait pas. Puis sont venues les douleurs articulaires, la fatigue constante, les fièvres inexpliquées. La voix de Valérie trembla légèrement, mais elle se ressaisit avec cette force que Rémi avait appris à admirer. Nous avons consulté des spécialistes à Bordeaux, où nous vivions. Quand le diagnostic a été confirmé, j'ai su qu'il fallait revenir en France. Nous avions besoin de ton ADN pour le traitement personnalisé. Pourquoi ne m'as-tu pas contacté directement? Pourquoi cette entrée spectaculaire à la fête? Une sourire amer se dessina sur les lèvres de Valérie. Aurais-tu cru un simple message ou un appel après 5 ans? Aurais-tu accepté que ces enfants étaient les tiens sans les voir? Il fallait que tu les voies, que tu reconnaisses ton propre reflet en eux. Rémi ne pouvait contester sa logique. La méfiance avait toujours été son plus grand défaut, un bouclier qu'il avait construit dès l'enfance. Monsieur Moreau, appela une infirmière depuis la porte. Le docteur Evans va vous recevoir maintenant. Le spécialiste, un homme d'âge mûr au visage rassurant, les accueillit dans son bureau. Les murs étaient couverts de diplômes et de distinctions internationales. La condition de Mathieu est rare, mais pas désespérée, expliqua-t-il après avoir examiné les résultats préliminaires. Son système immunitaire attaque certaines cellules de son propre corps, causant inflammation et dommages aux tissus. Avec le traitement approprié, il pourra mener une vie tout à fait normale. Et pour ce traitement, vous avez besoin de mon ADN, demanda Rémi. Exactement. La thérapie la plus efficace nécessite de concevoir des anticorps monoclonaux spécifiques basés sur le profil génétique complet du patient. Pour cela, nous avons besoin d'échantillons des 2 parents. La bonne nouvelle, c'est que, selon ces analyses préliminaires, vous êtes sans aucun doute le père biologique de Mathieu. Ces mots, prononcés avec une objectivité scientifique, confirmèrent ce que le cœur de Rémi savait déjà. C'étaient ses enfants. Il l'avait toujours été. Quelles sont les prochaines étapes, demanda-t-il, déterminé à faire ce qu'il fallait. Nous devrons procéder à une extraction de moelle osseuse. C'est une procédure invasive, mais essentielle pour le traitement. Elle sera réalisée sous anesthésie générale. Rémi acquiesça, bien qu'un frisson lui parcourût l'échine. Depuis l'enfance, les hôpitaux lui inspiraient une terreur irrationnelle, conséquence d'une expérience traumatique lorsqu'il avait été opéré d'urgence à 8 ans après un accident. Nous le ferons demain, décida-t-il, ignorant sa peur. Combien de temps faudra-t-il pour que le traitement soit prêt après cela?
2 à 3 semaines. En attendant, nous continuerons la thérapie actuelle pour contrôler les symptômes. En sortant du bureau, Rémi remarqua que Valérie l'observait avec une expression indéchiffrable. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il. « Rien, c'est juste que je ne m'attendais pas à ce que tu acceptes si vite. Je te voyais plus calculateur. » « Les gens changent, Valérie. » « Ou peut-être que tu ne t'es jamais vraiment connue toi-même, » répondit-elle à voix basse. Cet après-midi-là, Rémi se rendit au château de la Lumière pour récupérer quelques affaires personnelles. Il avait décidé de s'installer temporairement dans un hôtel près de l'hôpital pour être disponible pendant le traitement de Mathieu. Sa surprise fut immense lorsqu'il trouva Geneviève, sa mère, jouant avec les 4 enfants dans le jardin. « Mère, qu'est-ce que c'est que ça ?» Geneviève se leva avec sa dignité caractéristique, tandis que les enfants continuaient à jouer joyeusement avec un chien que Rémi ne se rappelait pas avoir vu auparavant. « J'ai invité Valérie et mes petits-enfants à passer l'après-midi. Cette maison est aussi la leur. Valérie et moi sommes divorcés, mère, et cette maison m'appartient. » Geneviève le regarda avec cette expression qui, depuis son enfance, le faisait se sentir petit et insignifiant. Cette maison est le foyer de la famille Moreau depuis 3 générations. Elle appartient à la famille, pas seulement à toi. Et ses enfants sont des Moreau, que cela te plaise ou non. Rémi passa une main dans ses cheveux, frustré. Les choses ne sont pas si simples. Bien sûr que si. Tu as 4 enfants merveilleux et une ex-épouse qui, malgré toute la douleur que tu lui as causée, a eu la générosité de revenir pour que tu rencontres tes enfants et aide à sauver la vie de l'un d'eux. Quoi de plus simple? À ce moment, Mathieu s'approcha d'eux avec prudence. Des 4, il était le plus réservé, peut-être à cause de sa maladie. « Grand-mère Geneviève dit que tu as des photos de quand tu étais petit, » dit-il à Rémi. « Est-ce que je peux les voir? Je veux savoir si je te ressemble. » Le cœur de Rémi se serra devant une demande si simple et pourtant si profonde. « Bien sûr, elles sont dans mon bureau. Viens, je te les montre. » En montant les escaliers, Rémi sentit la petite main de Mathieu chercher la sienne. Ce simple geste de confiance enfantine désarma toutes ses défenses. Dans le bureau, il sortit un album qu'il n'avait pas regardé depuis des années, des photos de son enfance, de vacances en famille, de compétitions sportives à l'école. « Regarde, ici j'avais à peu près ton âge, » dit-il en pointant une image où il posait avec un trophée de natation. Mathieu étudia la photo avec attention. « On a les mêmes yeux et mon nez, mais maman dit que j'ai son sourire. » C'est vrai. Ta mère a un sourire magnifique. Le garçon hocha la tête avec sérieux. C'est pour ça que je souris peu, pour le garder pour des occasions spéciales, comme elle. Cette observation, si perspicace et à la fois si innocente, toucha profondément Rémi. Ses enfants n'avaient pas seulement hérité de ses traits physiques, mais aussi de sa capacité d'observation, de sa sensibilité cachée derrière une façade de sérénité. « Demain, je vais passer des tests à l'hôpital, » expliqua Rémi, essayant de rendre la procédure compréhensible pour un enfant de 5 ans. « Ces tests aideront les médecins à préparer le médicament dont tu as besoin. » Mathieu le regarda avec ses yeux sombres, emplis d'une sagesse inhabituelle pour son âge. « Tu as peur? » « Moi, j'ai peur des aiguilles. » Rémi ne put mentir face à ce regard si semblable au sien. « Oui, j'ai peur. Je n'aime pas les hôpitaux depuis que je suis petit. »« Moi non plus, » confessa Mathieu. « Mais maman dit qu'il faut parfois être courageux, même quand on a peur. »« Ta mère est une femme très sage. » Pendant ce temps, au siège de Hôtels et Resorts Moreau, Camille Laurent tenait une réunion à huis clos avec plusieurs membres du conseil d'administration. Rémi est émotionnellement compromis, argumenta-t-elle avec une passion calculée. Ses décisions personnelles affectent gravement l'entreprise. Les actions continuent de chuter. Les investisseurs sont nerveux. Que proposes-tu exactement? Le demanda Robert Ménet, toujours fidèle à Rémi. Un vote de censure. Il faut que Rémi prenne un congé temporaire pendant qu'il règle ses affaires familiales.
Je peux assumer la direction exécutive durant cette période. Les membres du conseil échangèrent des regards inquiets. Ce que Camille proposait était, en pratique, un coup d'État corporatif. Il nous faudrait le soutien d'au moins 60% des actionnaires, rappela un autre membre du conseil. Les Rémy contrôlent 40%. Camille sourit avec assurance. Plus maintenant. Avec les 15% que possède son ex-femme, son contrôle a considérablement diminué, et j'ai des raisons de croire que Valérie Dubois pourrait soutenir cette motion. Ce que Camille omit de mentionner, c'était la conversation qu'elle avait eue ce matin-là avec son père. Alain Laurent lui avait proposé une fusion entre les deux chaînes hôtelières, avec lui comme président du groupe résultant et Camille comme PDG. Le premier pas, évincer Rémy Moreau du pouvoir. Le matin de l'intervention, Rémy se réveilla en sursaut, hanté par un cauchemar récurrent. Il se voyait enfant, abandonné dans un hôpital tandis que son père s'éloignait sans se retourner. La peur des aiguilles, de l'anesthésie, de la vulnérabilité absolue d'être inconscient entre les mains d'étrangers le paralysait. Tout ira bien, le rassura Valérie, venue à l'hôpital pour l'accompagner, bien qu'elle maintint une distance émotionnelle évidente. C'est une procédure de routine. L'anesthésiste expliqua le processus pendant que les infirmiers préparaient le matériel nécessaire. Rémy, vêtu de la blouse d'hôpital, ne s'était jamais senti aussi vulnérable. Quand vous vous réveillerez, tout sera terminé, dit le médecin alors que l'anesthésie commençait à faire effet. Pensez à quelque chose d'agréable en vous endormant. L'image qui lui vint à l'esprit dans ses derniers instants de conscience n'était pas celle de ses succès professionnels ni de ses propriétés luxueuses. C'était celle de 4 enfants identiques riant dans le jardin du château de la Lumière, et Valérie les observant avec un mélange de fierté et d'amour infini. Lorsqu'il se réveilla quelques heures plus tard, la première chose qu'il vit fut Valérie, endormie sur une chaise inconfortable à côté de son lit. Elle était restée là pendant toute la procédure. « Tu es resté » murmura-t-il, la voix rauque à cause de l'intubation. Valérie ouvrit les yeux, momentanément désorientée. « Les enfants voulaient savoir que tu allais bien. Je leur ai promis de veiller sur toi. » La douleur dans le bas du dos, là où la moelle osseuse avait été prélevée, était intense. Mais Rémy la remarqua à peine. Une sensation plus puissante l'envahissait, la gratitude. « Merci, dit-il simplement, pour être resté, pour les enfants, pour tout. » Valérie détourna le regard, mal à l'aise face à cette inhabituelle vulnérabilité. « Tu devrais te reposer. Le médecin a dit que tu pourrais sortir demain si tout va bien. » Mais lorsqu'elle tenta de se lever pour partir, Rémy lui prit doucement la main. « Reste, s'il te plaît, juste un peu plus. » Et, contre toute attente, elle resta. Laissez vos commentaires, que pensez-vous du surprenant changement d'attitude de Valérie? Comment les regrets du passé de Rémy influenceront-ils ses décisions futures? Dans les jours suivants, pendant que Rémy se remettait au château de la Lumière sous les soins de Geneviève et les visites quotidiennes des enfants, Valérie se plongea dans l'analyse de la situation financière de l'entreprise. Sa formation en gestion et ses années d'expérience dans le secteur lui permettaient de voir ce que d'autres négligeaient. Ce qu'elle découvrit l'alarma profondément. L'expansion internationale entreprise par Rémy reposait sur des prêts aux conditions abusives et des contrats compromettant gravement la viabilité future de l'entreprise. Quelqu'un l'avait délibérément mal conseillé, le conduisant vers un désastre financier programmé. Ce quelqu'un avait un nom, Camille Laurent. La fête des feux de la Saint-Jean illuminait la vallée de la Dordogne avec des brasiers se reflétant sur la rivière comme des étoiles tombées du ciel. La tradition voulait que, lors de la nuit la plus courte de l'année, les vœux écrits sur du papier et jetés au feu se réalisent, tandis que les mauvais souvenirs se consumaient dans les flammes purificatrices. Le château de la Lumière, pour la première fois en 5 ans, vibrait de l'activité des enfants. Les quadruplés, fascinés par cette célébration qu'ils n'avaient jamais vécue à Lyon, couraient sur la plage privée sous le regard attentif de Geneviève, qui avait organisé une petite fête familiale pour l'occasion. Rémy, encore endolori par l'extraction de moelle osseuse réalisée quelques semaines plus tôt, observait la scène depuis la terrasse.
Les rires cristallins de ses enfants se mêlaient au bruit des vagues et aux explosions occasionnelles des feux d'artifice lancés par les jeunes sur la plage publique voisine. « Mais tu ne devrais pas rester debout si longtemps, » dit Valérie, le surprenant par sa voix. « Le médecin t'a recommandé du repos. »« Je vais bien, » répondit-il automatiquement, bien que la douleur lancinante dans le bas du dos contredit ses paroles. « Ah, comment va Mathieu ? » Les premiers résultats du traitement sont prometteurs. L'inflammation a diminué, et il n'a pas eu de fièvre depuis 3 jours. Un poids invisible s'enleva des épaules de Rémi. Depuis qu'il avait appris le diagnostic de son fils, il vivait avec une peur constante qu'il n'admettrait jamais à voix haute. « Je suis soulagé, » dit-il simplement, incapable d'exprimer l'ampleur de son soulagement. Valérie s'appuya contre la balustrade à côté de lui, regardant les enfants qui aidaient maintenant Geneviève à préparer le feu de joie. La proximité de son corps, le parfum subtil qu'elle portait toujours, réveillèrent chez Rémi des souvenirs qu'il croyait oubliés. « Tu te souviens de notre première nuit des feux de la Saint-Jean » demanda-t-elle, comme si elle avait lu dans ses pensées. « Ah, comment l'oublier ? Je t'ai emmené dans cette petite crique cachée près de Sarlat, et nous avons écrit nos vœux avant de les jeter ensemble dans le feu. » Valérie continua, le regard perdu dans l'horizon. « J'ai souhaité que nous formions une famille. » Cette révélation frappa Rémi de plein fouet. « Tu ne me l'as jamais dit. »« On ne doit pas révéler les vœux de la Saint-Jean si on veut qu'ils se réalisent, » répondit-elle avec un sourire mélancolique. « Bien que, je suppose, au final, ça s'est réalisé d'une manière que ni toi ni moi n'aurions imaginé. » Le silence qui suivit était chargé d'émotions contenues, de mots non dits et de blessures encore ouvertes. « Et toi, qu'as-tu souhaité cette nuit-là » demanda Valérie enfin. Rémi hésita un instant avant de répondre. « J'ai souhaité ne jamais devenir comme mon père. » L'ironie de ce vœu non exaucé flotta entre eux comme un fantôme. Rémi avait répété exactement le schéma qu'il redoutait tant, l'abandon, l'absence, la priorité donnée au travail au détriment de la famille. « Il est encore temps de briser ce cycle, » dit Valérie à voix basse, le surprenant par sa compréhension. « Ils ont besoin de toi. Surtout Mathieu. » Avant que Rémi ne puisse répondre, son téléphone interrompit le moment. C'était Sophie, sa sœur. « Rémi, tu dois venir au bureau immédiatement. Camille a convoqué une réunion extraordinaire du conseil. Il planifiait un vote de censure pour t'écarter temporairement de la direction. » La nouvelle le laissa sans voix un instant. « Sous quel prétexte ? » ? « Incapacité temporaire. Ils prétendent que ta situation familiale affecte ton jugement entrepreneurial et la stabilité de l'entreprise. » La fureur commença à bouillir en Rémi. « Je serai là dans 30 minutes. » En raccrochant, Rémi croisa le regard inquisiteur de Valérie. « Des problèmes à l'entreprise » expliqua-t-il sèchement. « Et Camille Laurent joue ses cartes » devina-t-elle. « Ça ne me surprend pas. J'ai enquêté sur les opérations d'expansion internationale que tu as lancées après notre divorce. Quelqu'un t'a délibérément mal conseillé, Rémi. Ces contrats sont conçus pour affaiblir l'entreprise à long terme. » Rémi la regarda avec surprise. « Ah, comment le sais-tu ? » ?»« Parce que je connais le secteur aussi bien que toi, et parce que, en tant qu'actionnaire, j'ai accès aux informations. La question est, qui bénéficierait de la chute de Hôtels et Resorts Moreau ? La réponse était évidente, Alain Laurent, le père de Camille et propriétaire de la chaîne hôtelière rivale. « Je dois y aller, » dit Rémi, se dirigeant vers la maison. « Profite de la fête avec les enfants. »« Je viens avec toi, » déclara Valérie avec fermeté. « Mes actions pourraient être décisives dans ce vote. » L'édifice de verre et d'acier abritant le siège de Hôtels et Resorts Moreau scintillait sous les dernières lueurs du crépuscule. Dans la salle de réunion du dernier étage, l'ensemble du conseil d'administration attendait, les visages tendus. Lorsque Rémi entra, suivi de Valérie, un murmure de surprise parcourut la pièce. Personne ne s'attendait à voir son ex-femme aux côtés de l'homme qu'elle était censée vouloir détruire. Camille, élégamment vêtue d'un tailleur rouge éclatant, ne put cacher son malaise face à la présence de Valérie. « Cette réunion est privée, »
réservé au conseil, dit-elle froidement. Madame Dubois n'est pas autorisée à être ici. Madame Dubois possède 15% des actions de cette entreprise, répondit Rémi calmement. Elle a parfaitement le droit d'être présente. Robert Ménet, le doyen du conseil, prit la parole. Rémi, cette réunion a été convoquée pour discuter de la situation difficile que traverse l'entreprise. Certains membres estiment que tes circonstances personnelles actuelles pourraient affecter ta capacité à diriger efficacement. En d'autres termes, interrompit Rémi, Camille vous a convaincu que j'ai besoin d'une pause pendant qu'elle prend le contrôle. Ai-je tort? Le silence gêné confirma ses soupçons. Avant de procéder à tout vote, poursuivit-il, j'aimerais vous présenter des données qui pourraient changer la perspective de ce conseil. D'un geste, il invita Valérie à prendre la parole. Elle s'avança avec l'assurance de quelqu'un maîtrisant parfaitement le terrain. Ces dernières semaines, j'ai minutieusement analysé les contrats d'expansion internationale signés par cette entreprise au cours des 3 dernières années, commença-t-elle, projetant des documents sur l'écran géant de la salle. Ce que j'ai découvert est, pour le moins, préoccupant. Pendant la demi-heure qui suivit, Valérie exposa avec une précision chirurgicale comment les accords signés sous les conseils de Camille contenaient des clauses cachées compromettant gravement la viabilité à long terme de l'entreprise. Pire encore, elle démontra comment ces clauses bénéficiaient indirectement au groupe hôtelier Laurent, l'entreprise du père de Camille. En résumé, conclut Valérie, nous sommes face à un cas évident de conflit d'intérêts frôlant l'illégalité. Mademoiselle Laurent a utilisé sa position privilégiée pour affaiblir systématiquement Hôtels et Resorts Moreau tout en renforçant l'entreprise de son père. Le silence qui suivit était si lourd qu'on aurait pu le trancher au couteau. Camille, pâle de rage, se leva brusquement. C'est une calomnie. Je ne permettrai pas qu'une femme aigrie, qui a abandonné l'entreprise il y a 5 ans, vienne maintenant porter des accusations sans fondement. Sans fondement? Valérie sourit calmement. Chaque donnée est étayée par des documents signés de votre main, Camille. Et en ce qui concerne l'aigreur, je vous rappelle que c'est Rémi qui m'a chassé publiquement de sa vie. Pas l'inverse. Robert Ménet, visiblement secoué par ces révélations, intervint. Je pense que nous devons reporter tout vote jusqu'à ce que ces documents soient vérifiés par notre département juridique. Cela me semble raisonnable, acquiesça Rémi. En attendant, je suggère que mademoiselle Laurent soit temporairement suspendue de ses fonctions jusqu'à ce que ce possible conflit d'intérêts soit clarifié. Le vote pour cette mesure conservatoire fut unanime, avec l'abstention obligée de Camille. Avant de quitter la salle, elle s'arrêta devant Valérie, le regard chargé de haine. Ça ne s'arrêtera pas là, murmura-t-elle pour que seule Valérie l'entende. Mon père et moi avons investi trop de temps dans ce plan pour qu'une parvenue vienne tout gâcher. Valérie soutint son regard sans ciller. Vous auriez dû mieux enquêter sur mon histoire, Camille. On n'effraie pas facilement quelqu'un qui a élevé 4 enfants en même temps. Laissez vos commentaires, que pensez-vous du génie stratégique de Valérie? Comment cette bataille corporative se terminera-t-elle? De retour au château de la Lumière, l'ambiance dans la voiture était étrangement intime. L'adrénaline de la confrontation avait cédé la place à un calme partagé entre Rémi et Valérie. Merci, dit-il enfin, brisant le silence. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour m'avoir ouvert les yeux sur Camille. J'ai été un parfait idiot. Ne serais-tu pas le premier homme à être manipulé par une femme séduisante avec un agenda caché, répondit-elle avec un sourire ironique. De plus, j'ai autant d'intérêt que toi à ce que l'entreprise prospère. C'est l'avenir de nos enfants. Nos enfants. Ces 2 mots résonnèrent dans le cœur de Rémi comme l'écho de ce qui aurait pu être et n'avait jamais été. De ce qui, peut-être, pourrait encore être. Pourquoi es-tu vraiment revenu, Valérie, demanda-t-il, détournant un instant les yeux de la route pour observer son profil. Tu aurais pu envoyer tes avocats pour les actions. Tu aurais pu me contacter discrètement pour le traitement de Mathieu. Pourquoi cette entrée spectaculaire à la fête? Pourquoi t'exposer ainsi? Valérie resta silencieuse si longtemps que Rémi pensa qu'elle ne répondrait pas. Lorsqu'elle parla enfin,
sa voix trahissait une vulnérabilité qu'elle ne lui avait pas montrée depuis des années. Parce que j'avais besoin de voir ton visage quand tu verrais les enfants. J'avais besoin de savoir s'il restait quelque chose d'humain en toi, quelque chose de l'homme dont je suis tombée amoureuse. Et parce qu'ils méritent de connaître leur père, de comprendre d'où ils viennent, qui ils sont. Reste-t-il quelque chose de cet homme? La question flotta entre eux comme une bulle fragile, prête à éclater au moindre souffle. Je crois qu'il se bat pour remonter à la surface, répondit Rémi enfin. Mais il a beaucoup de démons à affronter avant. En arrivant au château de la Lumière, ils trouvèrent la fête des feux de la Saint-Jean en pleine effervescence. Geneviève avait organisé un petit feu de joie sur la plage privée, et les enfants sautaient autour, suivant la tradition de demander au feu purificateur d'éloigner les maux et de porter chance. Raphaël, le plus extraverti des quatre, courut vers eux dès qu'il les vit. « Papa, maman, vous devez écrire vos vœux. » Grand-mère dit que c'est la tradition. C'était la première fois que l'un des enfants l'appelait ainsi. L'impact émotionnel fut si fort que Rémi dut cligner des yeux pour retenir les larmes qui menaçaient de couler. Gabriel s'approcha avec 2 petits morceaux de papier et des crayons. « Vous devez écrire quelque chose que vous voulez voir se réaliser et quelque chose que vous voulez oublier, » expliqua Raphaël avec son sérieux caractéristique. « Ensuite, vous les jetez au feu, et ça se réalise. » Valérie et Rémi échangèrent un regard complice, se remémorant cette lointaine nuit des feux de la Saint-Jean où, jeunes et amoureux, ils étaient encore unis, avant que l'ambition et l'orgueil ne les séparent. Pendant qu'ils écrivaient leurs vœux, Mathieu s'approcha de son père avec prudence. Le traitement fonctionnait, mais il se fatiguait encore facilement et nécessitait des soins particuliers. « Qu'est-ce que tu vas demander, papa » demanda-t-il avec curiosité. Rémi contempla le papier vierge, ressentant le poids des 5 dernières années, des décisions erronées, des opportunités manquées. Finalement, il écrivit « Je veux être le père que mes enfants méritent et l'homme que Valérie pensait que je pouvais être. » « Et toi, qu'as-tu demandé » demanda-t-il à son fils, pliant soigneusement le papier pour que personne ne puisse lire son contenu. « J'ai demandé qu'on reste tous ensemble » répondit Mathieu avec la sincérité brutale des enfants. « À toi, maman, mes frères, grand-mère, comme une famille normale. » La simplicité de ce vœu contrastait douloureusement avec la complexité de la situation adulte. Rémi serra son fils dans ses bras, sentant quelque chose se briser et guérir à la fois en lui. « C'est un beau vœu » murmura-t-il contre les cheveux du garçon, identique aux siens. « Très beau. » Quand vint le moment de jeter les papiers dans le feu, toute la famille forma un cercle autour du brasier. Geneviève récita l'invocation traditionnelle, demandant au feu de consumer le mal et de renforcer le bien. Un à un, ils jetèrent leurs vœux dans les flammes. Lorsque ce fut au tour de Valérie, Rémi crut voir une larme glisser sur sa joue, rapidement essuyée. Que avait-elle souhaité? Restait-il encore de la place dans son cœur pour l'homme qui lui avait causé tant de douleur? La nuit avança, et les enfants, épuisés par l'émotion de la journée, s'endormirent enfin. Geneviève se retira dans sa chambre, laissant Valérie et Rémi seuls sur la terrasse, contemplant les dernières braises du feu et la Dordogne calme sous la pleine lune. « Sais-tu ce qu'il y a de plus ironique » dit Valérie, rompant le silence confortable. « Quand tu m'as chassé cette nuit-là, j'avais prévu de te quitter. » La confession surprit Rémi. « Pourquoi ? » « Parce que j'avais réalisé que tu n'étais pas l'homme que je croyais. Tu étais devenu quelqu'un de froid, obsédé par le pouvoir et le contrôle, incapable de montrer de la vulnérabilité ou une affection sincère. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai décidé de te donner une dernière chance. On sait comment ça s'est terminé. Et maintenant, qui penses-tu que je suis ? » Valérie le regarda droit dans les yeux avec cette intensité qui l'avait toujours désarmé. « Ça dépend de toi, Rémi, des décisions que tu prendras à partir de maintenant. » Au loin, les derniers feux d'artifice de la nuit de la Saint-Jean illuminèrent le ciel, leur rappelant que, selon la tradition, c'était une nuit magique où tout était possible, même les miracles. Commentez ci-dessous, que pensez-vous que Valérie a souhaité? Quelle est la leçon la plus importante que Rémi a apprise jusqu'à présent?
L'automne dans la vallée de la Dordogne peignait les jardins du château de la Lumière en teintes ocre et dorées. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit des feux de la Saint-Jean, qui avait marqué un tournant dans la vie des Moreau. Rémi, assis sur la terrasse avec une tasse de café fumante, observait ses 4 fils jouer dans le jardin sous le regard attentif de Geneviève. Les enfants avaient commencé l'école à Sarlat-la-Canéda, s'adaptant avec une aisance surprenante à leur nouvelle vie. Mathieu, en particulier, montrait une nette amélioration. Le traitement développé grâce à la moelle osseuse de Rémi fonctionnait mieux que prévu. Ses joues, autrefois pâles, affichaient désormais une couleur saine, et son énergie augmentait de jour en jour, lui permettant de jouer presque au même rythme que ses frères. Les résultats sont extraordinaires, avait commenté le docteur Evans lors de la dernière visite. La réponse au traitement personnalisé dépasse nos attentes les plus optimistes. Si cela continue, dans 6 mois, nous pourrions parler de rémission complète. Ces mots avaient ôté à Rémi le poids invisible qui pesait sur ses épaules depuis qu'il avait appris la maladie de son fils. Un fils qu'il commençait à peine à connaître, mais qui occupait déjà une place irremplaçable dans son cœur. Le bruit de pas interrompit ses pensées. Valérie s'approchait, plusieurs documents en main, avec cette expression déterminée qu'il connaissait si bien. Les rapports de l'audit externe viennent d'arriver, annonça-t-elle en s'asseyant à côté de lui. C'est pire que ce que nous pensions. À la suite des révélations sur le rôle de Camille dans la débâcle financière de l'entreprise, le Conseil avait ordonné un audit complet de toutes les opérations internationales des 3 dernières années. Les résultats préliminaires confirmaient les soupçons, une stratégie délibérée pour affaiblir Hôtels et Resorts Moreau au profit du groupe hôtelier Laurent. Combien de temps nous reste-t-il avant que la situation ne devienne irréversible, demanda Rémi, étudiant les graphiques montrant une chute alarmante des marges bénéficiaires. 6 mois, peut-être moins, répondit Valérie avec franchise. À moins que nous n'appliquions des changements radicaux. Ces dernières semaines, ils avaient travaillé ensemble pour élaborer un plan de sauvetage. Leurs relations professionnelles avaient évolué, retrouvant une part de la complicité qui les unissait autrefois. Ils partageaient un objectif commun, sauver l'entreprise qui, un jour, reviendrait à leurs enfants. J'ai une proposition, poursuivit Valérie, lui montrant un plan stratégique détaillé. Pendant mon séjour à Bordeaux, j'ai établi des contacts précieux avec des investisseurs latino-américains intéressés par une expansion en Europe. Si nous réorientons notre expansion vers une alliance stratégique plutôt qu'une concurrence directe avec les autres chaînes, nous pourrions renverser la situation, expliqua Valérie. Rémi étudia la proposition avec attention. Elle était brillante, innovante, surtout, réalisable, mais elle impliquait un changement fondamental dans sa philosophie d'entreprise. Il devrait céder une partie du contrôle absolu qu'il avait toujours exercé. Cela nécessiterait une réorganisation complète du conseil d'administration, observa-t-il, identifiant immédiatement l'implication la plus délicate, et la nomination de nouveaux directeurs pour les secteurs clés. Valérie acquiesça. Des personnes en qui nous pouvons avoir une confiance totale. La proposition impliquait un autre changement significatif, Valérie reprendrait le poste de directrice des opérations internationales, qu'elle avait quitté 5 ans plus tôt. Son expérience sur le marché latino-américain serait cruciale pour le succès du plan. « Es-tu sûr de vouloir t'impliquer à ce point ?» demanda Rémi. « Cela signifiera moins de temps avec les enfants. » Un sourire mélancolique apparut sur les lèvres de Valérie. « J'ai été mère à plein temps pendant 5 ans. Les enfants grandissent, ils commencent leur vie scolaire. C'est le moment idéal pour reprendre ma carrière, surtout si cela garantit leur avenir. » Le silence qui suivit était chargé de sens. Tous deux savaient que cette décision modifierait définitivement la dynamique entre eux. Ils ne seraient plus simplement des ex-époux unis par leurs enfants, mais des partenaires dans un projet entrepreneurial ambitieux. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir, ajouta Valérie. J'ai reçu une offre d'Alain. Alain Laurent? Rémi se raidit visiblement. Quel genre d'offre? Il veut racheter mes actions à un prix bien supérieur à leur valeur marchande. En échange, il retirerait les poursuites qu'il prépare contre toi pour prétendue mauvaise gestion. La nouvelle ne surprit pas Rémi.
Depuis la suspension de Camille et le début de l'enquête interne, Alain Laurent avait lancé une campagne agressive pour déstabiliser davantage l'entreprise. Que as-tu répondu? Que mes actions ne sont pas à vendre, du moins pas pour lui. Leurs regards se croisèrent, communiquant sans mots ce qu'ils savaient tous deux, ils étaient ensemble dans cette bataille, unis par un lien plus fort que les rancunes du passé. Cet après-midi-là, alors que Rémi examinait de vieux documents familiaux à la recherche d'informations utiles pour la restructuration de l'entreprise, il tomba sur une boîte en bois sculptée qu'il ne se souvenait pas avoir vue auparavant. À l'intérieur, des lettres jaunies, des photographies décolorées et un journal intime à l'écriture reconnaissable de son grand-père, Ernest Moreau. Intrigué, il commença à lire. Ce qu'il découvrit bouleversa complètement sa compréhension de l'histoire familiale. Ernest Moreau n'avait pas abandonné sa famille, comme on le lui avait toujours raconté. Il avait été forcé de s'éloigner pour les protéger lorsqu'il avait découvert que son associé et meilleur ami, Damien Dubois, le grand-père de Valérie, était impliqué dans des affaires illicites qui auraient pu les envoyer tous deux en prison. Je préfère que mon fils me haïsse, me croyant lâche, plutôt que de le voir souffrir des conséquences de mes erreurs, avait écrit Ernest dans la dernière entrée du journal, datée peu avant sa mort. Un jour, quand le danger sera écarté, j'espère que la vérité éclatera et qu'il comprendra que ce qui semblait un abandon était en réalité l'acte d'amour le plus douloureux de ma vie. Rémi sentit le sol se dérober sous ses pieds. Toute sa vie, il avait grandi en haïssant la mémoire d'un grand-père qu'il croyait lâche, un homme qui aurait abandonné sa famille par égoïsme. Cette découverte non seulement réhabilitait l'image d'Ernest, mais expliquait aussi l'origine de la peur pathologique de l'abandon qui avait marqué des générations dans sa famille. Le journal en main, il chercha Valérie, qui aidait les enfants avec leurs devoirs dans le grand salon. « Il faut que je te montre quelque chose », dit-il avec une urgence dans la voix qui la fit le suivre sans hésiter jusqu'au bureau. Tandis que Valérie lisait les pages du journal, son visage reflétait la même stupeur que Rémi avait ressentie. Mon grand-père était impliqué dans des activités illégales, et le tien s'est sacrifié pour protéger nos familles. Valérie, ce secret a empoisonné nos familles pendant des générations. Mon père a grandi en croyant qu'il avait été abandonné, développant la même peur qu'il m'a ensuite transmise. Et toi, tu as répété ce schéma, compléta-t-elle, comprenant enfin l'origine de cette méfiance innée qui avait toujours caractérisé Rémi. La peur de l'abandon t'a poussé à abandonner le premier, avant d'être abandonné. La vérité, si simple et pourtant si profonde, s'abattit sur eux comme une révélation. Le cycle de douleur qui avait tourmenté la famille Moreau pendant des décennies pouvait enfin être brisé. Comme prévu, la réorganisation impliqua des changements douloureux. Plusieurs cadres fidèles à Camille Laurent furent relevés de leurs fonctions, et de nouveaux talents, dont beaucoup issus du marché latino-américain, rejoignirent des postes clés. Alain Laurent, privé de son informatrice au sein de l'entreprise, intensifia ses attaques médiatiques et judiciaires, mais la stratégie conçue par Valérie commença à porter ses fruits. Les premiers accords avec des investisseurs argentins et mexicains injectèrent un capital frais et ouvrirent de nouveaux marchés pour hôtels et resorts Moreau. Ce qui surprit le plus ceux qui connaissaient Rémi fut sa capacité à s'adapter à la nouvelle structure de pouvoir partagé. Pour la première fois de sa carrière, il apprenait à déléguer, à faire confiance au jugement des autres, à écouter des perspectives différentes. « Tu es devenu plus sage », observa Geneviève un après-midi alors qu'il regardait les enfants décorer la maison pour Noël. Leur première fête tous ensemble. « J'ai fini par comprendre ce qui compte vraiment », répondit Rémi simplement. « Ce ne sont ni les propriétés ni les actions. » La traditionnelle cena de Noche Buena au Château de la Lumière avait toujours été un événement marquant du calendrier social. Cette année, cependant, Rémi avait décidé que ce serait une célébration familiale intime. Seuls les plus proches étaient présents, Geneviève, Sophie, les enfants, quelques amis de longue date et, bien sûr, Valérie. Le grand salon resplendissait d'ornements de Noël que les quadruplés avaient aidé à installer. Un immense sapin naturel dominait l'espace, chargé de décorations traditionnelles et de guirlandes lumineuses scintillantes. Des chants de Noël doux résonnaient en fond, se mêlant aux rires et aux conversations des invités. Mathieu, entièrement rétabli après des mois de traitement,
courait avec ses frères autour de la table où serait servi le dîner traditionnel. Sa transformation était le plus beau cadeau que Rémi aurait pu recevoir. Il te ressemble de plus en plus, commenta Valérie, s'approchant avec 2 coupes de cidre pétillant. Pas seulement physiquement, mais dans sa détermination, dans sa façon d'analyser chaque situation avant d'agir. Rémi accepta la coupe, s'accordant un moment pour admirer la femme qui, contre toute attente, était revenue dans sa vie. Le temps et les expériences partagées l'avaient transformé, lui conférant une confiance et une force intérieure qui la rendaient encore plus belle à ses yeux. Merci, dit-il simplement, pour tout, pour avoir sauvé l'entreprise, pour avoir élevé nos enfants de manière merveilleuse, pour m'avoir donné une seconde chance que je ne mérite pas. Valérie sourit, mêlant tendresse et mélancolie. Tout le monde mérite une seconde chance, Rémi. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Lorsque vint le moment de s'asseoir à table, Rémi surprit tout le monde en demandant le silence pour un toast spécial. Levant sa coupe, il regarda chaque personne présente, s'arrêtant finalement sur Valérie. Ce soir, je veux partager avec vous tous quelque chose que j'ai récemment découvert, la véritable valeur ne réside pas dans le maintien des apparences ni dans l'accumulation de pouvoir, mais dans la reconnaissance de nos erreurs et le travail pour les corriger. Sa voix, habituellement ferme et autoritaire, trembla légèrement sous l'émotion contenue. Il y a 5 ans, j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. J'ai laissé l'orgueil et la peur m'éloigner de la seule chose qui est vraiment de la valeur, ma famille. Ce soir, publiquement, je veux te présenter mes excuses, Valérie, pour la douleur que je t'ai causée. Des larmes silencieuses roulèrent sur les joues de Geneviève et de Sophie. Les enfants observaient la scène avec curiosité et une compréhension instinctive de son importance. Je ne peux pas changer le passé, poursuivit Rémi. Mais je peux t'offrir, Valérie, un avenir différent. Je ne te demande pas de redevenir ce que nous étions. Je te demande une chance de construire quelque chose de nouveau, de meilleur, basé sur le respect mutuel et l'amour pour nos enfants. Je te demande du temps pour reconstruire la confiance que j'ai détruite, pour te prouver que j'ai changé, pour peut-être, un jour, regagner ton amour. Le silence qui suivit semblait retenir le souffle du monde entier. Valérie, les yeux brillants de larmes contenues, se leva enfin. Le temps nous a beaucoup appris à tous les deux, Rémi. Il nous a montré qu'un point final apparent n'était en réalité qu'un détour sur notre chemin. Nos enfants sont la preuve vivante que, parfois, des plus grandes douleurs naissent les plus grandes bénédictions. Prenant sa coupe, elle la leva dans un geste empreint d'espoir et de promesse. Ô seconde chance, à la famille que nous reconstruisons, à l'avenir qui nous attend, quelle qu'en soit la forme. Lorsque les coupes s'entrechoquèrent, scellant cet accord tacite, les quadruplés coururent enlacer leurs parents, formant un cercle parfait d'amour et de possibilités. Dehors, le doux décembre de Sarlat-la-Canéda enveloppait le château d'une légère brise fluviale. Les étoiles scintillaient intensément au-dessus de la Dordogne, témoins silencieux d'une histoire qui, comme tant d'autres, avait dû s'éloigner de ses origines pour enfin trouver sa véritable destinée. En cet instant d'harmonie parfaite, Rémi comprit la leçon la plus précieuse, parfois, ce qui semble être un abandon peut être en réalité un acte d'amour, et même les blessures les plus profondes peuvent guérir lorsqu'elles sont exposées à la lumière de la vérité et du pardon. Ce final vous a-t-il ému? Quel est, selon vous, le message ultime de cette histoire? Laissez vos commentaires ci-dessous.